Que le cinéma a fait depuis pas mal d'années avec la couleur et l'écran large, le progrès tant dans les moyens techniques de prise de vue que dans celui des méthodes de tournage. Est-ce que ces progrès ne sont pas tous, en fin de compte, sous le même signe qui est un gros, celui d'un réalisme de plus en plus poussé, tout au moins un réalisme des moyens? Oui, bien sûr, mais c'est l'histoire de tous les arts. Et nous savons que dans l'histoire de tous les arts, l'arrivée au réalisme absolu a coïncidé avec une parfaite décadence. Et tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de l'art grec. On peut trouver des quantités d'autres exemples. Il y en a un qui me vient à l'esprit, je l'ai d'ailleurs donné bien souvent, je m'excuse de me répéter peut-être. C'est l'exemple de l'art de la tapisserie. La première tapisserie que nous connaissions, c'est la tapisserie de la reine Mathilde. La bonne reine Mathilde, avec ses dames d'honneur, pour passer le temps, tissait une tapisserie pendant que son mari, Guillaume, conquérait l'Angleterre. Il est évident que les laines qu'elle employait étaient des laines très primitives, probablement assez mal dessointées. Il est évident que les colorants qui coloraient ces laines étaient des colorants très primitifs. C'était probablement des colorants végétaux, peut-être quelques minéraux. Mais il y a, quand on regarde cette tapisserie, le nombre de couleurs employées est minime. C'est une palette extrêmement pauvre. Nous avons encore devant nous un monde merveilleux, non seulement dans le sens du rêve, mais dans le sens de la réalité. Les personnages qui nous sont exposés, là, sont des personnages, mais modernes. Nous les connaissons, nous rencontrons dans la rue tous les jours des gens qui ressemblent à ces saints, à ces rois, à ces reines, à tous ces gens, à ces damnés, à ces anges. Et Dieu sait si les moyens sont primitifs. Puis, un beau jour, le bon roi Henri IV, n'est-ce pas, commet une boulette insensée et tue l'art de la tapisserie, comme ça, tente d'un grand coup de pied sur le crâne, avec Sully. N'est-ce pas, ce qui me fait d'ailleurs douter, je me demande si les légendes ne sont pas souvent absolument fabriquées. Cette histoire de la bêtise faite par rapport à la tapisserie par Henri IV me fait douter de la véracité des légendes qui vendent tellement ce bon roi. Voilà ce qu'il a fait. On venait d'inventer la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse, c'est-à-dire un moyen de mélanger, d'intercroiser les fils d'une façon plus fine, et en même temps l'art de la teinture avait fait des progrès énormes. Alors le roi a aidé, a financé, a anobli les gens qui voulaient bien faire de la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse. Et la tapisserie s'est perfectionnée, est arrivée à imiter de plus en plus la nature. Bientôt, au lieu de concevoir des motifs pour la tapisserie, des motifs simplifiés, on a copié des tableaux, on copiait des bouchers, des watteaux, et ça ressemblait presque aux bouchers, aux watteaux. Aujourd'hui, on peut copier la nature avec des tapisseries. On arrive à rendre toutes les nuances. On a 10 sortes de verts. Les bleus du ciel passent de la pâleur d'un nuage au bleu foncé du beau temps, n'est-ce pas, avec toutes les nuances. Résultat, la tapisserie est finie. Alors, artificiellement, des artistes comme Lursa, par exemple, essaient de rénover l'art de la tapisserie en s'éloignant du réalisme. Mais hélas, il se passe une chose très grave, c'est que cette tentative est artificielle. Et ça ne nous donne tout de même pas la tapisserie de la reine Mathilde. Alors, j'en arrive à me demander une chose. J'en arrive à me demander si l'homme n'est pas doué pour le beau, malgré lui. Mais si son intelligence, cette faculté dévastatrice, c'est terrible l'intelligence, on ne fait que des bêtises avec l'intelligence, si l'intelligence ne nous pousse pas vers le lait, si notre intelligence ne fait pas de nous des serviteurs, des amateurs éperdus de tout ce qui est moche, de tout ce qui est affreux, et que notre tendance à imiter la nature n'est que tout simplement notre tendance vers ce qui est laid. Parce que la nature que nous imitons, ce n'est pas ce qui est beau dans la nature. Je me demande si le fait qu'aux époques primitives, tout objet, même pas un objet d'art, était beau. Car enfin, il y a tout de même une question troublante. Nous regardons des poteries, je ne sais pas, étrusques, anciennes,
Elles sont toutes belles. Tout de même, on ne veut pas me faire croire que tous les potiers étrusques avaient du génie. Alors comment se fait-il que brusquement, lorsque la technique est primitive, tout est beau. Lorsque la technique est perfectionnée, presque tout est laid, sauf ce qui est le fait d'artistes suffisamment géniaux pour dominer la technique. Alors, c'est tout de même une question assez troublante. Alors, je me demande en ce moment-ci, n'est-ce pas, si, puisque nous parlons de l'art du spectacle, c'est ça qui nous intéresse, je me demande si notre marche vers la technique n'est pas tout simplement l'annonciateur de la décadence complète. D'abord, écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous sommes vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera? Ben, il arrivera qu'on prendra une Vespa et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on n'ira plus au cinéma. Pourquoi foutre voulez-vous aller s'embêter dans une salle de spectacle quand on peut avoir le vrai? Donc, l'imitation de la nature, n'est-ce pas, ne peut créer que la fin d'un art. Oui. C'est-à-dire que si, finalement, en poussant un peu trop loin cette façon de penser, on en arriverait à regretter le fait que la pellicule ait un grain de plus en plus fin. Absolument. Je le regrette sincèrement. Écoutez, puisque nous sommes dans le cinéma, constatons tout de même un fait. Regardons la photographie des films primitifs. Regardons la photographie de l'attaque du train, le premier western américain. Et regardons la photographie des films de Max Linder. Mais c'est en général superbe. Il y a des contrastes insensés. Et moi, je regrette. Cette mise en bouche, on va commencer les choses sérieuses. On a décidé donc de procéder en deux parties. Je pourrais résumer par comment inventer la marge pour essayer de continuer à produire et diffuser, donc ne serait-ce qu'à la marge, sur les supports argentiques tant que ce sera possible. Et pour la première partie, j'ai invité tout de suite à me rejoindre Francesca Bozzano de la Cinémathèque de Toulouse. Merci. Et Aurélia Georges de l'ACID. Alors, Jean Renoir, il part, bon, il pose la question naturellement du progrès, mais il pose aussi la question, je dirais, de la perception, la question esthétique, qui est une question évidemment essentielle, mais qui est en même temps une question piège, hein, puisque la perception à la fois une dimension culturelle et en même temps une dimension physiologique et qui est difficile de faire la part des choses. C'est une question piège, notamment au cinéma, parce que un film bien sûr s'appuie sur une technique, mais il ne se résume pas à la technique non plus. On ne peut pas non plus discréditer un ensemble de films sur le simple fait qu'il utilise une technique plutôt qu'une autre. Ça semble un peu idiot. Et en même temps, je pense qu'on est nombreux dans cette salle et ailleurs à être attachés à la projection cinématographique, dans ce qu'elle a de spécifique. Alors souvent on parle de la résolution, c'est-à-dire la finesse de l'image, ou bien la question du grain, ou plus largement la dimension organique du photochimique.
voilà, moi personnellement, je suis assez sensible, par exemple, à la question du battement, hein, au fait que quand on voit un film cinématographique, la moitié du temps, l'écran est noir, hein, puisque c'est une succession d'images et de noir par l'obturateur. Ça me semble assez important, même si c'est pas perçu constamment. Voilà, et je pense que ça a effectivement son importance. Mais après, je pense qu'il faut un peu au-delà des attachements qui sont légitimes, arriver à pas déclarer la supériorité d'un support par rapport à l'autre, parce que quelque part, ce serait renverser le miroir de la fétichisation, quoi. C'est-à-dire que le discours dominant, c'est la fétichisation du numérique, et si on renvoie la fétichisation de l'argentique de notre côté, je pense qu'on n'avance pas beaucoup. Et en même temps, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'être à contre-courant, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas se défendre d'un écrasement, d'une dépossession violente. Alors, moi je pense qu'on est dans un basculement tout de même comparable à celui qui a eu lieu au moment du passage au cinéma sonore, hein, au moment où on a affublé le cinéma d'avant des épithètes de muet, que pour un choc aussi important, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de débats finalement publics sur la question. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il s'est passé de longues années avant que le cinéma dit muet soit reconsidéré comme étant quelque chose digne d'intérêt. Voilà. Donc je voulais faire juste un tout petit topo rapide sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années. C'est-à-dire la bascule à peu près complète des salles de cinéma en France et dans un certain nombre d'autres pays, sous la double impulsion à la fois de l'industrie la plus puissante et des États, des pouvoirs publics, on va dire, à travers un certain nombre de financements. Ou plutôt, je dirais, de manière plus andersienne, que cette conjugaison, c'est tout simplement la puissance de la technique. C'est-à-dire ce que Anders résume dans la formule, ce qui peut être fait doit être fait. Et ce qui fait que aller au cinéma aujourd'hui, sans que ce soit en général indiqué nulle part, c'est aller voir un fichier numérique projeté. Voilà. C'est devenu la norme absolue. Donc dans un premier temps, je voulais qu'on s'interroge sur le sens de cette bascule et ses implications en termes de diffusion. Et donc je vais me tourner d'abord vers Francesca Bozzano, qui est chargée de la coordination au service de collection de la Cinémathèque de Toulouse. Parce que il me semble que la question patrimoniale, la question de l'histoire du cinéma et de sa diffusion me semblait importante parce qu'elle est tout à fait rebattue par l'arrivée du numérique. Alors il y a un point où justement qui se pose par rapport au numérique, parce que voilà, il y a un point très important qui se pose par rapport au numérique, c'est la conservation à long terme. Hein.
Et on sait que les disques durs, c'est une durée de vie où on estime à peu près 30 ans. Ce qui veut dire que pour conserver à long terme des données numériques, ça signifie des tours de serveurs qui copient les données les unes sur les autres ad vitam aeternam. Et que ça, évidemment, c'est extrêmement coûteux dans tous les, et énergétiquement et dans tous les sens. Et complexe à cause de l'obsolescence des formats, etc. Et donc, après quelques errements, je dirais, la norme pour la conservation à long terme, aujourd'hui, le support historique, on va l'appeler, du cinéma, est-ce que les cinémathèques vont devenir des musées où on pourra voir les films sur le support original avec lequel ils ont été créés et diffusés à leur époque? Moi, ça me semble une question qu'on a le droit de poser et que je vais poser à Francesca. Bonjour, merci, c'est une intéressante question. En fait, comme tu disais, l'arrivée du numérique est probablement... Vous entendez? Plus fort, un petit peu fort que la prochaine. Plus fort, plus proche. Oui, l'arrivée du numérique est, à mon avis, pour tous les membres de la Cinémathèque, tous mes collègues, une révolution technique encore plus violente et plus importante que l'arrivée du sonore dans le cinéma, même si c'est une révolution plus invisible par rapport au public. Pas tout le monde peut se rendre compte de ça. Donc nous ne sommes pas très nombreux à avoir cette sensibilité et à percevoir ces détails. La question de la diffusion dans les cinémathèques du cinéma du patrimoine est une question très très délicate. Tout simplement parce qu'il y a des faits, il y a une réalité qui est une réalité dramatique, c'est-à-dire qu'avec la fin de la production des tirages argentiques, l'état des copies argentiques est de plus en plus mauvais. Donc on se retrouve avec des films qu'on demande aux autres cinémathèques ou qu'on demande à nos propres collections ou qu'on demande aux distributeurs qui sont pratiquement ils sont dans un état pitoyable. Ce qui arrive, c'est que les stocks ne font plus de vérification. Donc on nous promet une copie en état médiocre et on va se retrouver avec une copie qui est incomplète. Donc pour une cinémathèque, quand même, le fait de se rapprocher de l'intention de l'auteur, de montrer un film dans un état correct est assez important. Et la deuxième chose, c'est que l'esthétique est quelque chose de culturel, comme tu le disais. Donc il arrive que le public change. Le public s'habitue à des images lisses, sans rayures, etc. Et tout ça est très très difficile à gérer pour nous. Ça, je veux le dire parce que moi aussi, je suis une nostalgique de la pellicule. J'aime bien la matière. Pour moi, c'est très important que les gens sachent que le nitrate pue les pieds, que le diacétate pue la naphtaline, que le triacétate peut puer très très fort le vinaigre. Ce sont des choses importantes et pas grand monde le sait. Et la dématérialisation
implique toujours une crise de mémoire, et c'est pas seulement une mémoire par rapport au support et par rapport à la matière, mais aussi par rapport à l'histoire du cinéma aussi. Mais en même temps, on a aussi une salle qui est équipée avec un projecteur numérique, avec des projecteurs 35 mm, avec des projecteurs 16 mm, avec de la vidéo, etc. Et parfois faire le choix entre projeter de la pellicule très abîmée ou incomplète et projeter un beau DCP est vraiment très difficile. Ensuite, il y a toute la question de la conservation qui est vraiment autre chose. Même par rapport aux restaurations, je peux citer, il y a énormément d'exemples, mais je peux citer un collègue de la Cinémathèque française qui, à propos sur moins de séances par jour ou moins de séances par semaine. Et donc, évidemment, la mécanique s'affole et il est très facile d'avoir l'opinion de dire bah oui, mais ton petit film, toi diffuseur ou toi producteur qui propose ce petit film, tu sais, je connais bien ce genre de film, ça ne fait pas d'entrée. C'est un cercle vicieux, comme on le voit. Et en réalité, tout irait bien si on pouvait continuer à produire ces films tranquillement, puis on dirait bah, tant pis, ils sont vus par moins de gens, ils sont vus le jeudi à 14h à Rennes, et puis le vendredi à 14h à Bordeaux, et c'est pas très grave. Mais évidemment, ça, là aussi, c'est un cercle vertueux qui gangrène toute la chaîne, et que les films qui ne peuvent pas être diffusés, eh bien, à long terme, ne pourront pas être faits. C'était toute l'idée de l'ACID à sa création, de dire on a réussi à faire ces films, maintenant il faut qu'ils soient diffusés, il faut qu'ils soient vus, sinon tout ça n'a aucun sens. Merci. Je propose qu'on prenne un temps d'échange avec... Il méritait d'être tourné un film sur pellicule. Je parle de ce film qui normalement rentre dans la catégorie cinéma expérimental, qui sont souvent un travail qui constitue un véritable travail sur le support par le moyen du gravtage, de peinture, voilà, ou bien de travail sur des... Ça me pose cette question, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte en termes de créativité? Parce que ce qui est vachement intéressant dans l'interview de Renoir, c'est qu'effectivement, il part non pas de reproduction, mais d'interprétation de la réalité. On est bien d'accord, le cinéma, c'est une interprétation. Et chaque fois qu'on veut se rapprocher de la reproduction, effectivement, c'est là qu'on tombe dans l'horreur et le pas intéressant. Bon, mais alors, qu'apporte effectivement le tournage sur pellicule? Parce que, mine de rien, quand on tourne en numérique, on a maintenant des softwares qui sont extrêmement puissants et qui permettent effectivement ce genre de variation, de solarisation, d'interprétation, de folie par rapport à l'interprétation de ce que l'on a filmé, qui permet encore l'argentique. Ça, c'est un peu ma question. C'est une vraie question. Je ne crois pas qu'il faille cracher sur les possibilités d'invention, au contraire, qu'apporte le numérique dans l'image et le son. On oublie toujours dans ces débats de parler du son. Et Dieu sait que le son numérique a apporté vraiment beaucoup de choses au son, à l'audio. La deuxième chose que je trouve hyper important, c'est une bonne fois pour toutes de dire que maintenant on est dans le système de projection numérique et que la projection numérique, si tant est que l'on impose la projection 4K, parce que pour les gens qui sont ici, il y a une différence absolument totale entre le flou, le buvard, l'horreur qui est la projection en 2K. Ça, c'est un retour arrière par rapport au film. En revanche, maintenant s'installent des projecteurs 4K, 4 fois plus en réalité de définition que ce qu'on voit dans la plupart des salles de spectacle à l'heure actuelle. La projection 4K, pour moi, elle est bien meilleure que la projection film, mais à tout point de vue. Tout point de vue. Que ce soit l'espace couleur, c'est-à-dire le gamin, ce qu'on appelle, on peut avoir plus de couleurs, plus fines, plus subtiles que ce qu'on peut obtenir sur le film.
on peut avoir une finesse de projection incomparable avec ce qu'est une projection film, 35, même dans un projecteur hyper bien réglé. On peut avoir accès à... il y a l'exemple, même encore aujourd'hui, les gens tournent les originaux sur film de cinéma. Une fois qu'on les scanne, qu'on les analyse et qu'on les projette sur un projecteur 4K, on a encore plus accès au grain que j'adore, le grain stochastique, hasardeux de la pellicule cinématographique. Donc une fois pour toutes, je trouve dans ces débats, il faudrait bien se placer dans 4-5 ans, pas là collé sur le mur. La projection numérique est effectivement techniquement beaucoup plus capable de restituer la représentation, la folie, la créativité que les gens aient tourné en film ou en numérique. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Et on est bien placé on a passé un temps absolument gigantesque à vouloir faire une machine qu'on a appelée la machine du patrimoine. C'est-à-dire effectivement ce que tu veux signaler, on prend le digital, le numérique, et on le reprojette sur du film, pour la conservation de 2000 ans, sur la pellicule noir et blanc. Bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge. On fait une séparation sur la pellicule qui a une conservation dite de 2000 ans. Noir et blanc, là on peut toujours penser qu'il y a des gens qui fabriqueront du film noir et blanc, c'est facile. Autant la couleur, c'est l'horreur. Une fois que Kodak, Fuji a arrêté, une fois que Kodak arrêtera de faire de la pellicule trichrome, ça sera terminé pour le... Donc le patrimoine se fera sur le noir et blanc. Mais on a dû arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, sauf les grands studios américains, qui sont vraiment des industries hyper riches en réalité, personne n'a l'argent pour faire ce genre de séparation. Donc c'est pas la bonne voie. Moi j'ai prêché pendant des années, ne serait-ce que pour vendre la machine qu'on avait faite, qui s'appelait la Toka, mieux que le père en tranche et tout. Sauf qu'en réalité, quand on regarde dans les labos, il y a très peu de films, il y a très peu de producteurs qui ont de quoi faire ce genre de séparation et ce genre de conservation. Donc il ne faut pas rêver. La vérité maintenant, c'est effectivement l'enregistrement des fichiers numériques dont on parle là, sur des mémoires, parce qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, ce qui est la syntaxe et le support du média. Et là maintenant, dans 4 ou 5 ans, on aura des mémoires effectivement qui s'appellent des memory store, qui sont extrêmement stables, rien à voir avec les mémoires flash actuelles ou les disques qui disparaissent. Donc on aura effectivement de quoi enregistrer. Donc ne nous énervons pas trop sur la peur de perdre le patrimoine parce qu'il est sous forme numérique. En revanche, ce que je trouve absolument extraordinairement important, c'est comment la CID pourrait faire une législation, je ne sais quoi, je ne sais pas, ça j'aimerais bien avoir là-dessus. Comment faire pour que les films, en effet, ne passent pas le jeudi à 2 heures et disparaissent immédiatement. C'est-à-dire, effectivement, c'est autodestructeur, c'est une réaction en chaîne de destruction. Ça, est-ce qu'il y a des moyens législatifs ou je ne sais quoi pour éviter ce genre de catastrophe? Parce qu'elle est là, la catastrophe, elle n'est pas dans la technique. Oui, c'est-à-dire nous, c'est un moyen. Voilà, on continue à penser que c'est un moyen et qu'il suffirait qu'on pourrait inverser la tendance. La question, c'est comment ne pas tomber dans des effets pervers de la technique, ne pas la subir et au contraire en faire un vecteur de liberté. La CID, c'est une association, donc son combat, il ne peut être que politique. C'est pas à nous de légiférer. Effectivement, la CID essaye d'interpeller, d'abord d'analyser la situation. On compte, moi-même je suis partie d'un sous-groupe qui compte les films, les copies, les nombres de séances, les nombres de spectateurs pour essayer de voir comment ça fonctionne à l'ère de la diffusion numérique, qui n'est pas la même chose que la projection, pour essayer de voir quels sont les effets pervers, interpeller ensuite le CNC, qui est le seul à pouvoir légiférer, et son but est uniquement de tempérer la loi de la jungle. Et je fais juste une incise. Je voudrais dire aussi que les spectateurs que vous êtes et que je suis, on a aussi, tout ça est une question de politique. Si il a été dit, annoncé que le numérique était un outil de liberté, oui c'est vrai, mais il faut rester vigilant, il faut regarder ce qui se passe dans la réalité, et si ce qui se passe, ce n'est pas en faveur de la liberté ou de la diversité culturelle, et bien alors il faut élever la voix, essayer de comprendre comment ça se passe, élever la voix, se manifester, dire en tant que spectateur, eh bien,
moi dans ma ville, je ne vois plus passer certains films, je n'ai plus accès, je veux pouvoir voir ces films, intervenir, et il y a moyen d'intervenir en se manifestant, en s'intégrant dans des réseaux de spectateurs, en faisant appel à des mécanismes un peu différents comme Alex Cinéma ou la 7e salle dont je ne vais pas tellement parler, mais qui sont aussi des moyens pour les spectateurs, quelques mois après la sortie, de faire venir des films dans les villes. Ça existe depuis le numérique, depuis la diffusion numérique et grâce au numérique, mais tout simplement de ne pas boire les informations telles quelles et de réagir, quoi. C'était exactement ça ma question. C'est-à-dire que tu as même prononcé le mot grâce au numérique. Effectivement, je pense que à l'heure actuelle, c'est tellement bien d'avoir uniquement un DCP à fabriquer. On peut en parler après de comment ça peut se faire, quelles sont les aides, quelles sont les machines, comme ceci, cela, parce qu'il y a des gens là qui tournent en un minima. Donc il faut regarder, mais moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une bénédiction, voilà, c'est ça ma conclusion. C'est une bénédiction d'avoir effectivement la possibilité de distribuer des films par DCP 4K, voilà. Quel renoncement. Quel renoncement. Ça c'est pas de défendre la projection 35. Qu'est-ce qu'elle apporte la projection? La grammaire, elle non, mais... toujours, elle existera toujours. Donc évidemment. Oui, mais les deux auraient pu coexister en fait. C'était intéressant. C'était intéressant. C'est des moments créatifs extrêmement importants. C'est fini. Il faut pas rester comme des grands. Avec la nostalgie de la projection 35. Mais c'est pas de la nostalgie. Pour faire des tapisseries d'Henri IV. C'est ça qu'il dit. Ben oui, restons dans les caves. Non, mais non. On a des moyens. Nicolas avait dit que c'était une bonne idée de ne pas forcément opposer numérique, argentique, oui, voilà. Et que les deux puissent coexister. Pourquoi vous voulez par exemple prendre mes yeux pour des cons? Pourquoi vous voulez absolument me faire croire que le 4K, là ça sera 4K, après ça sera 8K, ça va être... Mais laissez-nous tranquille avec notre 35, j'idolâtre le 35, j'idolâtre le 16, ça flatte mon œil, je trouve ça, c'est ma cam, je ferai tout en là-bas jusqu'à la fin de ma vie, mais arrêtez de nous prendre, de dire qu'on est des uluberlus à vouloir continuer, impenser, évoluer. C'est l'image dont on rêve, monsieur, peu importe. Vous pouvez rêver du numérique, je me sers des faux numériques, mais arrêtez de vouloir... Essayez pas de dire, allez, vous allez, maintenant on arrive à avoir 35, ça va encore mieux avec des grains manières. Oui, bon d'accord, si on fait ça en gros, mais c'est votre monde, il y a deux mondes qui... Non. Laissons-les coexister, mais oui, vous laissez pour flatter votre matériel d'aller sur notre matériel. Non, pas lui, non. Je ne flatterai du tout, j'ai dit au contraire qu'on avait arrêté ce genre de choses. Et on y a dépensé des fortunes. Donc c'est pas... Et c'est pas fini de dépenser des fortunes. J'ai rien à vendre, mais ce que je dis, c'est qu'il faut bien séparer maintenant, c'est important, ce qui est le support d'enregistrement, de captation, d'invention, de création. C'est-à-dire... Et la projection maintenant elle est devenue transparente. On n'en parle plus. On a un moyen faramineux de projection, transparent, ça j'insiste. Inventons, créons. Mais toutes les salles sont en 2K, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de l'économie? Pour que tout le monde soit en 4K, en fait, c'est un espèce de cercle aussi infernal d'un point de vue financier. Dès lors que ça devient transparent. C'est pour ça que j'ai bien dit, il y a eu un moment important, du moment où on est passé de la projection 2K, qui effectivement salope les originaux, enlève la matière, et maintenant on est passé dans un système transparent. Et à partir du moment où on est dans un système transparent qui coûte moins cher, qui ne se distribue pas avec des grosses péloches, où de toute façon il n'y aura plus de labo pour développer ce genre de choses, il faut arriver. Mais non, non, je ne le dis pas, je le vois bien dans le monde. À l'heure actuelle, les labos ferment partout, il ne faut pas déconner. On a même... Selon vous, pas partout. Qui va fabriquer de la pellicule trichrome pour projection? Mais non, pas ceux qui ont envie. Mais si c'est possible. Des investissements gigantesques. Pas forcément. Mais pour les amateurs, on tournait en Kodachrome, mais il n'y en a plus, monsieur, ça coûte très très cher maintenant de tourner en Super 8 par exemple. Non, mais si on veut avoir un débat vraiment positif, surtout par rapport à la l'abominable et cet minima que je vois, ça veut dire qu'il faudrait séparer ce qui est la création du côté de la captation, de la création de l'objet. Alors il y a toutes sortes de moyens, on peut gratter la pellicule, on peut filmer du 16 mm tant qu'il y en a, etc. Mais la projection, maintenant, de grâce, n'en parlons plus. C'est effectivement politiquement maintenant qu'il faut défendre les choses. Je peux intervenir un moment parce que par rapport au film des Patrimoines, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, on parle de production de produits et puis en produit du DCP, c'est moins cher. À votre avis, c'est bien. Donc,
c'est bon. Un DCP, ça coûte rien du tout. Oui, voilà, c'est moins cher qu'établir un plaidoyer et copies. Mais le problème pour les films du patrimoine, c'est de numériser, scanner les films. Il y a une question juridique énorme. Et c'est très difficile de faire toute la recherche juridique, c'est très difficile d'avoir tous les droits. Et qui va être financé pour faire de la numérisation du film du patrimoine? Les grandes distributions qui sont en mesure de distribuer ces films et qui choisiront bien sûr des films qui peuvent produire de l'argent. On est bien d'accord, mais là où la discussion est intéressante, c'est que quand on a l'abominable ici, il s'agirait de leur expliquer que maintenant, c'est plus la peine de s'accrocher avec de la pellicule et c'est la projection de pellicule. Ce qui est important, c'est effectivement, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, qu'il achète pour dessous des machines qui valaient des millions, mais qu'il achète des scanners, qu'il scanne pour dessous. Mais ça coûte rien, parce que on est bien d'accord. C'est ça, c'est là où le problème. Mettons-le au bon endroit. La pellicule, elle a disparu. Point à la ligne. En termes de distribution. Non, mais attendez, je pense qu'il faut replacer le débat parce que d'un côté on parle de l'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma, oui, à cet endroit-là, la pellicule elle a disparu effectivement. Les labos ont fermé. L'industrie du cinéma ne travaille plus ainsi. Mais est-ce que c'est l'industrie qui existe seulement ou, comme on disait, il y a peut-être de la place pour la marge. Bien sûr, c'est bien pour ça que j'en parle. Moi, je comprends que vous, maintenant, vous défendez autre chose parce que vous êtes quand même patron d'une boîte aussi. Non, je suis très content qu'on continue à tourner en Super 16. D'ailleurs, la plupart de mes amis qui font des films tournent en Super 16 ou en 35 mm. Ils ne sont pas passés au tout numérique, c'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les gens qui sont un peu exigeants, je ne citerai pas des noms, Lily peut le faire pour moi, mais Caroline Champetit, qui est quand même une chef vachement connue et qui a fait son film à elle, qui est Bertrand Morisot et Manet, elle l'a tourné en Super 16. C'est pas vieux, il y a 6 mois. Donc ne me faites pas un procès sur le fait que je suis tout numérique à la prise de vue, non plus que les grands chefs opérateurs. Je dis simplement que le problème maintenant, pour des petits labos comme ça, pour des associations comme ça, c'est pas s'accrocher forcément à la chimie pour la distribution, c'est s'accrocher au scan, c'est-à-dire à prendre toutes les archives, tous les films que vous tournez, etc., les scanner. Vous vous rendez pas compte, moi, quand je filme en Super 16, après, souvent je vais projeter mon film, enfin, j'amène mon projecteur, d'accord. Non mais aussi, si tu scannes ton pas film, que, mais aussi. Si tu scannes ton 16 mm, ton Super 16, etc., eh ben, tu auras une bien meilleure projection si tu passes par la chaîne numérique, par un bon scan, par un bon ICP 4K, moi, si tu projettes dans un projecteur 16 mm. Vous parlez en termes techniques, comme, juste, je vais dire une chose, juste seulement. Je pense que, j'ai l'impression que vous défendez le progrès technique au sens d'arriver au meilleur, ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, de colorimétrie. Bah, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Juste, je termine. Moi, je suis attaché à autre chose. Enfin, c'est une expérience qui est différente. Et je ne suis pas tout seul quand je projette mon film avec le projecteur 16 mm. Il y a des gens autour de moi qui vivent une expérience. Et cette expérience-là, elle est de l'ordre du sensible. Et voilà. Enfin, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut défendre. Je veux juste dire un tout petit mot par rapport à ce que vous dites tous les deux. J'ai l'impression que ce qui s'oppose entre vous, c'est absolument pas la question numérique-pellicule, pas du tout. C'est la question fabrication-diffusion. C'est-à-dire que pour Jean-Pierre, tourner en pellicule, ça reste esthétiquement... À la fin, c'est des questions esthétiques, c'est des questions de choix artistiques. Là, Jean-Pierre dit tourner en pellicule, ça reste le plus beau, et en revanche, la diffusion 4K, pour lui, c'est devenu le plus beau. Pour toi, voilà, et pour toi, respectueux de l'original. Donc je crois que là, la question, mais qui est aussi la question politique, effectivement, qu'on voulait aborder, à la fois à travers la question patrimoniale et la question de la cible, c'est vraiment une question, voilà, c'est comment on peut poursuivre, défendre, protéger un projet artistique qu'on a au début en tant que cinéaste et ensuite en tant que spectateur et que cinéphile par rapport à ces questions de fabrication et de diffusion. C'est là, dans ce que vous dites, ça paraît deux questions différentes. On va être obligé de s'interrompre pour... voilà, si tu veux dire un peu...
Si. Quand on a créé le Coliseo Neutralier à Marseille en 2000, on a pensé, on l'a fait avec l'idée qu'il fallait tout réinventer, c'est-à-dire s'occuper de tout. Ne pas croire qu'on allait survivre grâce au préachat de la télé, ne pas croire que parce qu'on faisait des ateliers avec le public, il fallait tourner en vidéo, ne pas croire que l'histoire du cinéma était celle qui avait été publiée par la Cinémathèque française en 1995, ne pas croire, etc., etc., et qu'on était bien placé, puisqu'on était loin de tout, pour tout réinventer. Donc dès que possible, on a récupéré un minima, enfin, on est allé se vider d'un pesant de pièces d'or, et qui nous semblait bien investi à cet endroit-là. Et on continue de tourner avec notre minima, nos minima, et puis on s'arrêtera que le jour où Kodak, non, quand il n'y aura plus de couleur, on tournera en noir et blanc, on mettra la couleur après. Et pour autant, parce que j'entendais la discussion tout à l'heure avec ce souci, quand on parle du numérique, on en parle comme des cinéastes, comme des passionnés, et là, j'ai pas envie d'en parler comme cinéaste, parce que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de plus grave que ce qui nous arrive à nous, cinéastes, c'est ce qui nous arrive à nous, citoyens, et qui s'appelle le numérique. Parce que là, évidemment, on pourra discuter longtemps, chacun a son génius, pour dire comme Agamben qui le pousse à écrire avec une pointe bic ou bien avec une petite plume qui gratte en trempant dans l'encrier, ça arrive, il n'y a rien à dire à ça. Alors il n'y a rien à dire à ceux qui veulent tourner avec une pellicule chimique, d'autres qui veulent tourner avec une machin numérique. Par contre, je me suis demandé comment, ayant pratiqué donc en région, et après l'idée que il ne me semblait pas possible qu'on puisse faire quelque chose à Paris, excusez-moi, je me suis toujours demandé comment cette décision d'équiper toutes les salles de France, parce que réunir les Français sur un projet, De Gaulle a des phrases sur la question, en 2 ans, alors que ça paraissait un vague truc à l'avenir, hein, tout le monde l'a dit, tout d'un coup, on n'en parlait même pas, et tout d'un coup, en 2 ans, toutes les salles de France sont équipées. Pour qui fréquente un peu les politiques, comme à Marseille, on est très proche des politiques. C'était quand même un peu, pas compréhensible. Et alors là, je ne vais pas être dans la poésie, hein. Je vais vous lire un rapport que j'ai découvert, qui est maintenant publié, alors un rapport commandité par les régions, un organisme qui s'appelle Interrégio, donc qui est commis, c'est une commande du CRAB, donc c'est la région du Nord, de Centre-Image, de la région PACA, de la région Rhône-Alpes, de Val-Image et de la région Île-de-France, qui s'appelle Révolution numérique, le public actif. Et là, c'est de 2010. Et là, vous pourrez comprendre de quoi le numérique est le nom. Alors, j'ai commencé, j'en chie, hein, parce que faut aimer. C'est ce qu'on appelle de la littérature grise, c'est-à-dire que de la littérature que personne ne lit, surtout pas ceux pour qui elle est faite, à savoir les politiques. Parce que s'ils savaient ce qu'ils ont voté, parce que c'est des sommes d'argent considérables, je pense qu'ils seraient très étonnés. D'abord, on y définit ce que c'est qu'un public actif. On y définit ce que c'est que le cross-média, vous en avez entendu parler. Bon, donc... les publics demandent de plus en plus à choisir où et quand ils consomment les films. C'est-à-dire, ils nous expliquent de quoi on doit tenir compte. Et on ne parle plus de spectateurs. On ne parle plus que de consommateurs. Les nouvelles technologies créent en permanence de nouveaux modes de consommation. Et chaque innovation suscite de nouvelles formes de demande et de nouveaux défis.
Il existe d'ores et déjà une génération native d'Internet qui veut avoir le choix. Elle pense différemment l'industrie du divertissement et la manière dont ses membres interagissent entre eux, etc., etc. Elles sont en accord avec la manière dont un public de plus en plus important consomme le divertissement. Les nouveaux modèles, je passe d'une phrase à l'autre, il n'y a pas vraiment de... C'est pas Chateaubriand. Hein. Les nouveaux modèles économiques ont besoin d'être libérés des modèles actuels exigus. Les nouveaux schémas ne peuvent pas être simplement plaqués sur les anciens. La compétition ne se joue pas entre médias, mais pour conquérir le temps du consommateur. C'est ça que vous trouvez en ligne sur le site de la région PACA, hein. Service Culture. L'industrie du cinéma s'est tellement divisée qu'il est difficile d'en parler comme d'une seule entité. Ça leur pose un problème, hein, ça. De même que la diversité des cultures européennes leur pose un problème. Ils le disent explicitement, ça nuit aux investissements, ça nuit à la circulation des films. Gagner des consommateurs actifs signifie comprendre comment ils réfléchissent et agissent. Et ça, le numérique le permet. Une idée est au cœur de cette pensée. Nous migrons de la vente de produits à un consommateur passif, ça c'est le cinéma, vers la rencontre entre une marque et un public interactif, comme évoqué plus avant. La notion de film en tant que marque pourrait ouvrir de nouveaux modèles économiques. Vous avez bien entendu, hein? La notion de film en tant que marque. Alors, celle-là, je vous la laisse, puis après on parlera d'autre chose. On a abandonné le mot spectateur, on a passé au consommateur. Et maintenant, on passe à l'étape d'après. Des consommateurs aux collaborateurs. Les publics se rassemblent socialement en ligne et bâtissent des communautés qui peuvent être appréhendées, mobilisées, entretenues. C'est un changement radical par rapport à l'époque de l'analogique. N'est-ce pas? Parce qu'avant, ça s'appelait le fascisme. J'étais un peu choqué quand Aronovitch dit que le passage au numérique, c'est un coup d'État fasciste. J'avoue, c'est sympathique, mais je ne voyais pas pourquoi. Alors, pour moi, oui, c'en est un, mais en plus, il est démocratique. Il a été voté, toutes les régions de France l'ont financé, et c'est de ça dont il s'agit. Le principal obstacle, par ailleurs, est culturel, et par extension politique. Il faut oser l'écrire. Hein. Voilà. Après, vous pouvez le trouver en ligne. Ça s'appelle Révolution numérique. Ça date de 2010. Et ce sont nos régions qui l'ont commandé, ce rapport. Et c'est ça qui a été voté. Voilà. Première étape. Qu'est-ce qui a été voté? Ça a été voté l'équipement de toutes les salles de cinéma, la désorganisation complète des circuits de diffusion. Et pourquoi c'est important en France? Pourquoi la France est le pays en pointe là-dedans? Pourquoi? Parce que sur le plan symbolique, en Europe, la France, c'est le pays le plus proche, et ils le disent, la diversité culturelle est un obstacle. C'est le pays de référence, c'est le cinéma de référence. Il fallait que ce cinéma-là bascule dans le tout numérique. Et c'est fait. Et c'est fait pourquoi? Maintenant, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Et c'est fait pourquoi? Parce que la France, le cinéma français, moribond, avait un point faible, c'est son hypercentralisation. Toute la France fonctionne sur un mode colonial, c'est-à-dire la tête produit et la périphérie consomme. Et cette faiblesse constitutive du cinéma français a permis que la culture du consommateur que nous sommes dans les provinces avale comme un seul homme que la qualité, que la diversité serait mieux respectée, que ceci, que cela. C'est-à-dire l'absence de culture de la création, l'absence de culture de la fabrication a fait en sorte que immédiatement cette proposition a été votée partout parce qu'il fallait qu'on soit dans le coup. Il ne fallait pas qu'on rate une révolution avec des publics actifs. Voilà. Ça c'est pour mes amis parisiens. J'espère qu'ils vont rester très longtemps en grève, les producteurs de Paris, qu'on puisse avoir une place dans les commissions qui attribuent les aides.
Merci. C'est pas de la poésie, hein. Ça donne envie de se promener avec des projecteurs 16 mm. On va peut-être dire un petit mot de l'abominable. Nathalie, non, c'est toi. On a le plaisir d'accueillir Anne Pardane qui va venir